Merci Jean Birnbaum, un grand merci pour votre invitation qui m'honore et pour tous les organisateurs du Forum Philo Le Mans. Je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui. Alors, oui, je vais tenter de vous parler du point de vue d'un anthropologue, donc de la manière dont un anthropologue pense la question de la nostalgie comme perte, et par extension la nostalgie comme perte culturelle. Ce sont des aspects dont je vais discuter dans mon exposé. Mais surtout, je voudrais tenter de vous convaincre qu'il n'y a pas une seule forme de nostalgie, mais des nostalgies multiples, que la nostalgie n'est pas un sentiment unidimensionnel, mais qu'au contraire, c'est un sentiment pluriel qui met en jeu des investissements cognitifs et émotionnels contrastés, spécifiques, dont je vais tenter de prendre la mesure dans ma présentation. Je ne reviens pas sur les choses très intéressantes que mes collègues ont dit précédemment. Je suis convaincu que nous vivons aussi un âge de la nostalgie aujourd'hui. Comme la notion vient du sociologue Zygmunt Bauman. Face à la perte de tout, il est presque trop tard. Et quand il est presque trop tard, eh bien, il faut à tout prix transmettre ce qui reste de nos cultures et des cultures des autres. Et je reviendrai sur cette idée-là. Et de la même manière, je ne reviendrai pas non plus sur l'histoire de la nostalgie, dont Thomas Dodman notamment a parlé brillamment hier, si ce n'est pour revenir à l'histoire de l'anthropologie. Parce qu'il se fait que, historiquement, les anthropologues sont de grands nostalgiques. Ça, je ne peux pas m'en cacher. Je ne le suis pas moi-même. En tout cas, si j'ai des attachements nostalgiques, mais peut-être pas ceux des classiques de l'anthropologie. Il se fait que, si vous lisez la plupart des textes qui ont été écrits par des anthropologues français, britanniques, américains, avant la Deuxième Guerre mondiale, je dirais entre la moitié du XIXe siècle et la Deuxième Guerre mondiale, la plupart de ces textes sont des textes extrêmement nostalgiques, quasiment des nécrologies culturelles. Ils dominent ce que l'anthropologue français Daniel Fabre appelait le paradigme des derniers. La plupart des textes qu'on lit à cette époque-là et qu'on écrit sont des textes qui mettent en avant la disparition de ces cultures qui sont menacées par la colonisation, par la modernisation, qui sont vues comme des paradis culturels authentiques, uniques, désormais en voie de disparition, et l'anthropologue, par chance, se trouve là au moment même où c'est en train de disparaître. Et là, je pense qu'il y a quelque chose d'important à discuter. L'anthropologue qui arrive dans ces sociétés africaines, mélanésiennes, sud-américaines, mais aussi rurales en Europe, eh bien, est frappé de ce sentiment du trop tard. Je dis souvent à mes étudiants, l'anthropologie, c'est l'art d'arriver en retard. Je suis souvent en retard, c'est vrai. Ou en tout cas d'avoir l'impression d'arriver en retard. Et il se fait que la plupart des anthropologues de ces générations-là ont le sentiment d'arriver juste quand les choses sont en train de disparaître et quand elles vont disparaître pour de bon. Vous lisez encore en 1961 Triste tropique de Lévi-Strauss, nostalgique devant l'éternel. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bien, l'anthropologie, c'est une anthropologie, au sens de entropie, anthropologie. Donc, c'est une discipline qui s'intéresse au processus de désintégration des sociétés. Ces anthropologues, donc ces premières générations d'anthropologues, sont clairement des décadentistes. Sont des décadentistes. Ils voient dans ces sociétés des formes en voie de disparition. Et je pense, avec une certaine, un côté un peu provocateur, que il y a une forme de jouissance qui se joue à ce moment-là. Et jouissance, je veux dire désarroi et fascination en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont cette jouissance d'être au moment où les choses sont en train de disparaître pour toujours, un peu à l'image de ces touristes que je rencontre il y a quelques années au nord du Laos, et j'y reviendrai, et qui me disent « Heureusement qu'on est là maintenant, parce que dans 10 ans, il n'y aura plus rien. » Ça, vous avez certainement entendu des touristes s'exprimer ainsi.
c'est un vieux discours, les anthropologues s'exprimaient ainsi déjà il y a plus de 100 ans, heureusement que je suis là maintenant devant la ruine en train de se produire. Donc il y a quelque chose de l'ordre à la fois d'un désarroi et d'une fascination pour les choses en train de disparaître. Il faut noter que cette nostalgie-là des anthropologues, après la Deuxième Guerre mondiale, elle tend à disparaître. La plupart des anthropologues aujourd'hui sont passés dans ce qu'on appellerait un paradigme plutôt résistentialiste, de résistance des sociétés, et que ce discours sur la disparition des formes de vie, on le voit surtout dans la culture populaire, dans des émissions comme Les Voyages en Terre Inconnue, et qui contribuent à perpétuer ce genre de mythe de société en voie de disparition. Mais beaucoup d'anthropologues ont pris conscience du fait que les sociétés sont plus résistantes qu'on ne pouvait le penser. Et donc, on s'intéresse davantage aujourd'hui au changement social, au phénomène d'adaptation sociale et culturelle, etc., plutôt que ce lamento nostalgique qui caractérisait les premières ethnographies. Alors, ces premiers travaux d'anthropologues, je trouve que s'y joue une forme nostalgique que j'appelle l'exonostalgie et dont je vais vous parler maintenant. Je vais tenter de vous proposer une typologie de nostalgie pour vous montrer qu'on est en fait confronté à des réalités multiples quand on parle de nostalgie. Alors certes, les nostalgies sont enracinées dans l'idée que le passé est unique, que la temporalité est irréversible, mais les investissements émotionnels et cognitifs peuvent varier et je voudrais vous proposer, à la même manière que Barbara Cassin déjà hier propose de distinguer entre une nostalgie territoriale et une nostalgie géographique. La écrivaine, philosophe russe Svetlana Boym qui propose de distinguer aussi entre deux types de nostalgie, la nostalgie qu'elle appelle réparatrice et réflexive. Il y a toute une série de terminologies qui ont été utilisées par les spécialistes des sciences sociales, par les philosophes, pour raffiner ce qu'on entend par nostalgie. Eh bien, je voudrais ajouter ma petite contribution pour mieux comprendre la nature protéiforme de ce qu'est la nostalgie. D'abord, les nostalgies peuvent être relativement déconnectées de sentiments intenses. La nostalgie, c'est pas toujours un sentiment intense, ça peut être simplement une espèce de vague à l'âme, un peu de souvenirs doux amers de mon enfance ou de mon adolescence que je n'ai pas envie de ressusciter en particulier. Mais en plus, la nostalgie peut aussi être dissociée d'expériences personnelles. Il y a des sentiments empruntés, des sentiments vicariants, des émotions de seconde main, liées à des histoires que l'on n'a pas vécues soi-même. Par exemple, moi, je suis nostalgique de mai 68. Je suis né en 1976, on dit 76 en Belgique, mais 76. Je n'ai pas connu mai 68. Mais j'entendais hier Barbara Cassin dire « Ah, moi je suis nostalgique, je suis une 68arde, j'ai vécu mai 68, c'était la liberté, c'était la subversion, etc. » Eh bien moi, je suis de manière vicariante, de seconde main, nostalgique de cette époque-là. Je fantasme sur ces auditoires bondés, enfumés, où on repensait la liberté, etc. Alors, certains collègues m'ont dit « Tu fantasmes complètement, ça s'est pas passé comme ça exactement. » Mais en tout cas, mon fantasme nostalgique, d'exonostalgie, c'est une nostalgie d'un temps que je n'ai pas vécu, est tout à fait réel pour moi. De la même manière, des patriotes de par le monde se lamentent de la disparition d'un pays qu'ils n'ont pas connu et qu'ils fantasment le plus souvent. Je suis aussi souvent frappé par certains goûts musicaux de mes étudiants qui sont attachés, qui ont une sorte d'engouement un peu passéiste pour le punk ou le rock des années 70, qui appartiennent plutôt à la génération de mes parents, qui m'ont transmis ce goût-là aussi nostalgique. En outre, certains peuvent éprouver de la nostalgie pour des lieux et des époques sans aucun lien avec leur histoire, avec leur culture, à l'instar de ces touristes que je rencontre au nord du Laos, dans la ville de Luang Prabang, dont je vous parlerai dans quelques minutes, qui, devant un temple bouddhiste, me disent « Ah, tu vois, ils ne portent plus leur jupe traditionnelle, ils perdent leur culture, tout fout le camp. » Ils tiennent ce discours-là avant d'embrayer vers une autre activité touristique qui ne sera peut-être pas du tout nostalgique, qui est une activité, ils vont aller faire du canoeing ou du raft boat sur le Mekong, que sais-je. Mais là, ils ont vécu pendant quelques secondes une nostalgie de ce type dont Baudelaire dit dans l'Invitation au voyage, c'est la nostalgie pour le pays que l'on ignore. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre, et c'est ce que je veux désigner par exonostalgie, c'est se lamenter pour la disparition d'un temps que l'on n'a pas vécu, ou encore pour l'extinction de modes de vie, voire de cultures qui ne sont pas les nôtres,
en proposant ici une distinction entre, d'un côté, l'endonostalgie. L'endonostalgie, c'est la nostalgie que je peux avoir d'événements que j'ai vécus, dont la Madeleine de Proust est emblématique. Je suis nostalgique, par exemple, de l'odeur du charbon dans les villes africaines dans lesquelles j'ai travaillé le matin. L'odeur du charbon, quand je sens encore cette odeur de charbon ici, ça me renvoie immédiatement, viscéralement, à des expériences que j'ai vécues lors de mes terrains de recherche en Afrique de l'Ouest. Je suis nostalgique d'un concert de Britney Spears auquel j'ai assisté il y a quelques années. Enfin, je peux vous faire une liste de choses nostalgiques, d'événements nostalgiques qui me relient viscéralement à mon passé personnel et qui peuvent être mobilisés à travers des photos, des objets que je pourrais manipuler et qui vont recréer ce sentiment nostalgique. Ça, c'est ce que j'appelle de l'endonostalgie. Par contre, l'exonostalgie, eh bien, c'est un regret pour un temps que l'on n'a pas goûté soi-même, qui peut englober une variété d'affects et de discours liés à la disparition, mais sans faire l'expérience de la disparition elle-même. C'est ainsi que la perte de l'autre, peut devenir ma perte. Et je ne sais pas si je suis dans les clous au niveau du temps. Est-ce que si, pour l'instant, très bien. Ça va. Ouais. Alors, je voudrais donner un exemple ethnographique, justement, tiré du nord du Laos, parce qu'il m'a fallu du temps pour réaliser que ma propre exonostalgie pour le Yiddishland de mes ancêtres m'a mené à aller poser des questions à l'autre bout du monde, au Laos, en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai d'abord été poser toutes ces questions-là avant de les poser à mes proches. J'ai été demandé à l'autre bout du monde, est-ce que vous vous sentez nostalgique? Que ressentez-vous? Quelles sont les émotions que vous ressentez face à la perte? De quoi êtes-vous nostalgique? Et il se fait que j'ai été poser cette question au nord du Laos, dans une ville qui s'appelle Luang Prabang et qui est devenue un site du patrimoine mondial depuis 1995. C'est une ville extrêmement intéressante où se déploie justement une pluralité de formes nostalgiques. Pas une nostalgie, mais une pluralité de formes nostalgiques. Depuis les experts de l'UNESCO que vous allez rencontrer, qui viennent de Paris ou de Bangkok très rapidement et qui mettent en jeu une nostalgie plutôt bureaucratique, assez dépassionnée, qui met en jeu un discours assez externaliste sur la perte culturelle, mais qui n'est pas du tout leur perte. À côté de ça, vous allez rencontrer des Laotiens de la diaspora qui reviennent dans cette ville qu'ils ont connue quand ils étaient enfants, mais dont ils ont été chassés après la révolution de 1975, et qui déploient une nostalgie pour cette ville que eux ont connue quand ils étaient enfants, mais qui est désormais combinée avec un discours patrimonial très fort qu'ils ont souvent acquis à l'étranger. Vous rencontrez des touristes qui sont nostalgiques, mais comme je vous l'ai dit, nostalgiques en passant et nostalgiques d'une exonostalgie pour la perte des autres. Oh, je me promène avec une Américaine dans les rues de Luang Prabang et elle me dit « Regarde, ils ont la télévision, ils perdent leur culture, il n'y a plus rien, tout fout le camp, parce qu'ils ont la télévision. » Donc, cette nostalgie est activée, alors que chez elle, je pense qu'elle ne se pose pas du tout la question d'avoir la télévision ou pas, et si ça produirait des effets de perte culturelle. Quand elle est au loin, dans un déplacement géographique, eh bien, cette nostalgie d'un type particulier, exonostalgie, est activée à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que les habitants du lieu eux-mêmes, la plupart des nostalgies ordinaires ne sont pas du tout des nostalgies alarmistes comme celles de l'UNESCO ou des touristes. Vous avez des nostalgies royalistes, dans certains cas, des gens qui se lamentent du changement de gouvernement depuis 1975. Vous avez des nostalgies plutôt ordinaires, de vieux hommes qui se lamentent du passage du temps. Mais vous n'avez pas ce discours alarmiste sur la perte culturelle, sur la disparition des traditions, etc., qui est vraiment un discours qui est propagé principalement par les experts de l'UNESCO, certains expatriés, certains touristes, etc. Alors, comme le temps me manque, je vais directement sauter aux phrases conclusives que je voulais faire. Je voudrais faire deux propositions anthropologiques, vous proposer deux idées anthropologiques. D'une part, l'universalité des nostalgies. Je pense que ce qu'un anthropologue peut venir apporter à ces débats, c'est d'une part le fait que se lamenter du temps qui passe et de la disparition des formes de vie est universel. Et les exonostalgies dont j'ai parlé aussi sont universelles. Toutes les sociétés ont été confrontées à des situations de rupture, de crise, de sentiments de perte, et tous les groupes humains ont développé une distance réflexive vis-à-vis de leur passé qui peuvent prendre la forme de nostalgie pour un temps perdu. Donc je pense que les mécanismes psychologiques et anthropologiques de la nostalgie sont universels. Néanmoins, il faut prendre la mesure culturelle, la spécificité de ces nostalgies dans les contextes culturels dans lesquels elles se déploient. Et là, ça m'amène au deuxième point autour de la singularité des nostalgies.
Évidemment, ma nostalgie, elle est toujours la mienne. Je suis jamais sûr que votre nostalgie, elle est totalement superposable à la mienne. Mais il se fait aussi que dans une même société, des gens sont différemment impliqués et affectés par la nostalgie. On n'est pas tous affectés de la même manière. Une piste intéressante à explorer, je trouve, c'est de demander pourquoi certains individus construisent un lien intime et nostalgique, en particulier à certains objets, certains lieux, certaines pratiques. Pourquoi certaines personnes deviennent plus exonostalgiques que d'autres. Alors oui, l'école, la famille, les médias, les traumas familiaux peuvent jouer un rôle. Mais il faut prendre la mesure de cette singularité de la nostalgie et du fait que nous ne sommes pas égaux devant la nostalgie. Alors, pour conclure, je voudrais justement vous raconter une histoire personnelle. Je ne suis ni le premier ni le dernier juif à me dire hanté par le passé de la destruction. Au contraire de mes parents, mon enfance puis mon adolescence ont été enveloppées par des récits et des mots sur la souffrance juive. Sans doute trop. J'ai été enseveli par un déluge de paroles. Ce serait une qualification plus exacte. Eux pouvaient enfin exprimer ce qui était indicible jusqu'alors. Et ce sont leurs descendants, ma génération, qui saturent aujourd'hui de cette mémoire. Ma génération est, je pense, hypermnésique. Et dans mon hypermnésie se jouent des attachements exonostalgiques, donc d'un passé que je n'ai pas vécu, notamment autour de choses tangibles comme des objets. Un seul objet. Il y a par exemple ce petit couteau de table en acier de la marque Rostfrei, que depuis Cologne, ma grand-mère a apporté avec elle à Bruxelles. C'est la seule trace matérielle de cette vie quotidienne d'avant la guerre, qui se trouvait, perdue au milieu d'autres objets, dans un tiroir de chez ma sœur. Ce couteau, c'est une synecdoque de mon histoire familiale. Tout ce qu'il reste du passé d'avant les destructions, avec certes quelques clichés, dont on ne sait pas attribuer les poseurs, et surtout de nombreux récits racontés. C'est la Madeleine de Proust d'un monde que je n'ai pas connu, mais qui pourtant ouvre tant de possibilités imaginatives. Cette matérialité, ce petit couteau, rend possible la transformation de la perte en ma perte. Elle devient ma perte. À l'instar d'une tonalité de musique klezmer, elle me fera rire, pleurer, fantasmer ou rêver d'un temps que je n'ai pas connu. Je vous remercie.